Oui, nous sommes ici devant le palais de justice, où toutes les manifestations ont lieu. Journée des droits de l'enfant. Et on est ici notamment avec Innocence en danger. Par rapport au placement abusif, c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. Donc Karl Zero a fait son dossier dans le dernier envers des affaires. Et on va aller vers Verlin Urbain, que vous connaissez, qu'on a déjà interviewé, pour lui poser la question justement sur ces affaires de placement abusif. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà Verlaine. Il y a du vent, il fait froid, il faut être courageux. Voilà, aujourd'hui c'est la journée des droits de l'enfant. Qu'est-ce que ça signifie pour toi qui est responsable d'Innocence en danger? Ça signifie, pour moi, c'est positif d'être présent ici. D'abord, pour moi, c'est un moyen de manifester mon soutien à tous les enfants victimes de violences sexuelles. Et en second, ici, dont on apprend, excuse-moi, je te coupe, dont on apprend par Child Focus qu'il y a plus en plus d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Voilà. Excuse-moi. Oui, et c'est pas nouveau. Entre 2010 et 2015, c'est même le Conseil de l'Europe qui avait fait une campagne pour expliquer qu'en Europe, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Donc c'est un chiffre officiel en tout cas. Voilà. Ouais. Et deuxièmement, ici, en fait, il y a eu quelques collectifs qui se sont rassemblés en soutien à tous les enfants qui sont placés de manière abusive par les institutions normalement de protection des enfants. Alors Verlin, les gens disent placement abusif, c'est quand même des gens sérieux qui placent les enfants, il ne tombera pas plus bas, il y a du vent, c'est quand même des gens sérieux qui placent les enfants, il y a tout un processus, une procédure, comment peut-on parler de placement abusif? Je fais un peu avocat du diable, voilà, mais c'est ce que les gens disent en général, ceux qui sont bien assis dans leur fauteuil devant la télévision. Oui, je pense qu'en fait, il y a une partie évidemment d'intervenants psychosociaux qui font très bien leur travail et qui font tout leur possible pour protéger les enfants qui sont en danger. À côté de ça, il y a malheureusement des disparités dans la coordination de prise en charge des enfants. Et il y a même un audit officiel qui est sorti suite à toute une étude faite vis-à-vis des SAJ-SPJ qui prouve que pour une institution, pour la même prise en charge, ça sera blanc et ailleurs, ça sera noir. Et donc, il y a actuellement des intervenants psychosociaux qui font des placements abusifs dans un contexte où, pour eux, s'il y a je ne vais pas mettre à leur place, je peux parler à leur place, mais si je comprends bien, c'est s'il y a la présomption d'une mise en danger certaine qui pourrait faire que, alors il y a placement direct. C'est clair que pour prendre ce genre de décision, il faut être très équilibré psychiquement. Il faut peut-être pas être dans la position du sauveur, celui qui veut à tout prix sauver l'enfant et voir qu'il est victime de violence, alors que parfois, ce n'est pas si grave que ça, mais aussi, il vaut mieux le laisser dans son foyer, même si c'est compliqué, plutôt que le mettre en famille d'accueil ou en pensionnat, où ça doit vraiment être la décision ultime, le pensionnat, en fait, ou la famille d'accueil. Exactement, c'est ce que prévoit le Code de l'aide à la jeunesse. C'est la dernière solution prise et c'est ce que prévoit aussi la Convention internationale des droits de l'enfant qui explique qu'il faudrait qu'il y ait que l'intégrité psychique et physique de l'enfant soit compromise et qu'il y ait donc un danger direct et imminent concernant l'enfant. Or ici, dans les dossiers que nous, on analyse, je peux donner un exemple qui sera très, très parlant que j'avais dit hors antenne. On a par exemple une mère qui a un accident domestique pour son enfant de 2 ans. Elle va elle-même, justement, c'est du bon sens, à l'hôpital pour s'assurer que tout va bien. Elle est elle-même médecin. Et elle constate qu'il y a une faute au niveau médical commise sur sa petite de 2 ans. Et donc, c'est à Verviers, elle a le sang chaud, donc, de fait, elle pousse une gueulante dans l'hôpital. L'hôpital fait un signalement au SAJ, et en moins de 2 semaines, véridique, l'enfant, avec le grand frère, est placé dans une institution. Ouais, donc énorme traumatisme pour ces enfants, bien pire que le coup de gueulante à l'hôpital, a priori. Ah, complètement. En fait, quand on connaît un peu les théories, le concept de la théorie de l'attachement, de séparer l'enfant
de sa mère qui est la figure d'attachement, c'est un traumatisme qui peut perdurer jusqu'à l'âge adulte s'il n'est pas désamorcé, de fait. Alors comment va Innocence en danger, hein, puisqu'on s'était rencontrés dans le cas des subsides et de la critique, somme toute justifiée de l'Evras, en tout cas si on considère qu'on est dans un pays démocratique où on peut discuter. Est-ce que tu as récupéré les subsides? Est-ce qu'Innocence en danger a récupéré les subsides? Je pense connaître la réponse. Non, non, malheureusement, de fait, ils ont été assez durs dans le contrôle dans le cadre de notre subside en éducation permanente. Et donc, on pouvait justifier quoi que ce soit pour quelques éléments qui manquaient. Eh bien, ils nous ont définitivement retiré notre subside. C'est assez finalement dramatique pour la SBL puisqu'on était 3 employés. Et donc, j'ai dû congédier ma collègue psychologue qui faisait un travail fabuleux et mon collègue justement qui était en animation d'éducation permanente. Et donc, c'est une période de fait qui est compliquée pour surmonter cette perte de subsides. Ouais. On comprend bien que la distribution des subsides est conditionnée au suivi du narratif, hein, à l'obéissance en fin de compte, puisque c'est la même chose qui s'est passée entre nous. Ils donnent des subsides qui est de l'argent public, mais qui en fin de compte ne devrait pas, devrait être d'une certaine façon inconditionnel, en tout cas d'une certaine manière, ou en tout cas donné de manière impartiale. Et là, on voit que quand on dérange, eh ben, on enlève l'argent, quoi. De fait, ça exige finalement d'être créatif et de pouvoir mobiliser d'autres moyens pour lever des fonds. Et on est vraiment justement dans le contexte ici où on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que l'ASBL a été mis en péril à cause de ça qu'on s'arrête. C'est justement ici, on est vraiment dans le concret par rapport à la Journée internationale des droits de l'enfant, puisqu'on peut prouver aujourd'hui que dans nos dossiers où des enfants sont séparés de leur mère de manière complètement illégale, où on peut prouver que les droits de l'enfant sont bafoués et de fait celui de la mère, on arrive justement à un stade aujourd'hui où on a reçu 4 signalements très inquiétants que nous-mêmes on a analysés, qui montrent que 7 enfants ont été placés de manière abusive suite à une analyse d'une structure spécialisée là-dedans, donc un SRO, c'est un service résidentiel d'orientation et d'observation. Et donc aujourd'hui, on trouve que on considère que justement que ça doit cesser, qu'il est possible tout à fait de prendre en charge de manière adéquate ces enfants. Et donc on fait une levée de fonds en espérant obtenir 12 500 € pour mettre en demeure cette institution qui déroge à beaucoup de droits. Ouais, vous trouverez le lien pour cet appel à dons sur l'article qu'on a mis ce matin sur le site de Kairos et tous les réseaux. Il y avait une maman ici qui a été privée de la garde de ses enfants pendant 7 ans, je pense. Je ne sais pas si elle veut témoigner. On peut la trouver. Je reste ici, près de mon vélo qui a chuté. Voilà. Intérêt supérieur de l'enfant, vraiment. On est ici devant le palais de justice de Bruxelles. On se demandait s'il y avait moyen juste d'être entendu sans être filmé. Vous avez pas fini avec moi? Oui, c'est possible, on peut faire comme ça. Et ça c'est intéressant juste pour dire ça. Eh bien, nos bénéficiaires qui ont perdu la garde de leur enfant, eh bien justement ne viennent pas ici de peur de représailles judiciaires. Puisqu'on a dans certains dossiers des mères qui ont pu avoir par exemple un extrait de 5 minutes sur RTL et ça fait d'ailleurs un tollé pendant 2 semaines et après elles vivent des représailles judiciaires. Ok, je vais descendre en dessous du visage. Audrey, Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Expliquez un peu votre situation puisqu'on est ici pour, avec Innocence en danger pour parler des placements abusifs. Qu'est-ce qui à vous-même il vous est arrivé? Moi ici je suis pour représenter la voix des parents et des enfants. Évidemment je fais partie du lot, mais la raison principale de notre emplacement ici c'est de dénoncer à la demande des parents et surtout des enfants aussi qui sont victimes de violences institutionnelles en Belgique. On vous a vous-même enlevé, est-ce que je peux utiliser ce mot, on vous a vous-même enlevé vos enfants? Alors moi, on m'a interdit tout contact de ma fille pendant 4 ans. Quel âge? Elle avait 10 ans. Et à l'époque, attention parce qu'on l'a placée chez son père maltraitant et violent.
Et c'est assez complexe parce que pendant des années, j'ai dénoncé des faits de violence et on ne m'a pas cru. Et au contraire, on m'a traité, on m'a mise sur le banc de l'accusé et on m'a enlevé ma fille du jour au lendemain. On m'a interdit tout contact avec elle pendant 4 ans. J'ai récupéré ma fille il y a 1 mois, qui était victime de violences, maltraitance et de plein de choses de la part de son père, qui est suivie maintenant depuis 1 an en psychiatrie et qui est heureusement avec moi. Mais ça a été une une bataille de 5 ans, mais on a exactement, au niveau du pénal, du civil et de toutes les instances judiciaires, on a 13 ans de dossier derrière nous. Donc votre fille a continué à être maltraitée pendant 4 ans et vous ne pouviez pas la voir. Alors, le père m'a enlevé ma fille, notre fille, depuis sa naissance. Il m'enlevait, il disparaissait avec elle, il était violent. Et déjà à l'époque, j'avais déjà dénoncé. Au fait, j'ai 100 plaintes au civil et au pénal pour des faits d'enlèvement, de coups sur moi et d'enlèvement de ma fille, de violence envers moi. Et puis, c'est avéré qu'il a commencé à devenir violent et maltraitant avec ma fille, malgré mes dénonciations pendant des années au niveau judiciaire. Comment tu avais fait pour la récupérer? Alors, je l'ai récupérée en me battant pendant 5 ans, en portant plainte contre l'expert judiciaire qui m'avait mis un faux rapport contre moi, qui ne m'avait pas cru. Donc en fait, j'ai récupéré ma fille grâce finalement à ses professeurs et à des témoignages des parents. Et finalement, la grand-mère qui s'est décidée à porter plainte contre son propre enfant, donc le père était violent. Et à ce moment-là, ils ont enfin compris que mes déclarations, donc mes 10 ans de déclaration, étaient véridiques. Et du jour au lendemain, j'ai réussi à la récupérer. Donc vous pensez qu'à l'époque, s'ils avaient bien fait leur boulot, tout ça n'aurait pas eu lieu? En fait, le problème ici, c'est que la police a quand même bien fait son travail. C'est le parquet qui ne suivait pas. Et les juges qui ne suivaient pas et qui n'écoutaient pas ma voix et qui ne respectaient aussi pas les codes. C'est-à-dire, il y a la Convention d'Istanbul, il y a des tas de lois qui sont écrites mais qui ne sont pas mises d'application. Et donc, moi, ici, on était au civil et on a atterri à la protection de la jeunesse. Mais au niveau de la protection de la jeunesse, ça a mis 12 ans pour qu'on arrive au protectionnel. Comment vous expliquez que les juges, la justice, le parquet fassent de telles erreurs, entre guillemets ou... Alors, il y a un problème aussi au niveau des instances. En fait, les dossiers ne sont pas reliés entre le pénal, le civil et le tribunal de la... Ils ne connaissent pas le dossier, quoi. En clair, c'est encore pire quand tu déménages, par exemple. Au niveau régional, les dossiers ne sont pas mis ensemble, ils ne sont pas regroupés. Et donc, un juge n'a pas forcément toutes les pièces au niveau du pénal, au niveau régional aussi. Et donc, rien n'est en concordance, en fait. Et donc, finalement, on arrive à des dossiers énormes, mais en plus qui ne suivent absolument pas au niveau des tribunaux. Merci beaucoup. Je suppose que vous devez être soulagé d'avoir récupéré il y a peu votre enfant. Oui, je suis soulagée, mais j'ai quand même toujours peur parce que je vis constamment sous les menaces d'un juge ou de telle ou telle personne qui me menace de placer ma fille en IPPJ, c'est-à-dire en centre fermé, et qui menace aussi ma fille, parce qu'attention, ici, le but de la manifestation, c'est aussi de dénoncer les enfants, parce qu'en fait, on traite les enfants comme des délinquants, alors qu'ils ne le sont absolument pas. Ici, ce sont des enfants victimes de violences, de maltraitance, et on ne traite pas cas par cas, vraiment les dossiers, même au niveau de l'enfant, finalement. Et donc, les enfants sont vraiment victimes d'un système où on les accompagne pas, ils sont tout seuls en face des avocats, ils sont tout seuls en face des juges. Il n'y a rien en fait, rien fonctionne en fait, ils sont tout seuls. À l'époque, vous n'aviez pas une rage qui vous donnait envie d'aller la récupérer? Il n'y avait pas moyen de... C'était impossible quoi, on vous aurait mis en prison ou... Bon là, c'est assez compliqué parce qu'en fait, clairement, le père m'a enlevé ma fille et j'ai été condamnée par un juge d'instruction à 3 ans de sursis. Parce qu'en fait, quand il m'enlevait ma fille, les plaintes, on en revient à ça, ne suivaient pas. Donc je portais des plaintes au civil et lui portait des plaintes au pénal pour harcèlement. Et finalement, il a engagé un juge d'instruction pour m'arrêter. Cette même juge d'instruction, 3 ans après, a porté plainte contre lui pour menace de mort envers moi. Donc voilà, donc là j'ai moi-même ouvert une autre instruction contre lui, ça n'a abouti à rien. Et donc, en gros,
La juge d'instruction m'a arrêtée, j'ai été mise sur le banc des accusés, j'ai eu 3 ans de sursis, j'ai dû aller en maison de justice. Mais pendant ce temps, en maison de justice, on me disait « Mais madame, ouvrez contre monsieur, parce que monsieur, il n'est pas normal, il est violent, vu tout ce qu'on a vu déjà. » Et même la police judiciaire, qui ne m'a pas cru à l'époque, m'a demandé comment j'allais, m'a dit que j'allais être mise en sécurité. Monsieur a été mis 6 mois sous écoute. Enfin voilà. Et finalement, les jugements n'ont toujours pas abouti aujourd'hui. J'attends depuis 2 ans la nouvelle instruction que j'ai ouverte au pénal en constitution de partie civile contre le père de mon enfant pour des faits de violence. On est 2 ans après. Ma fille et moi, on n'a toujours rien. Donc demain, si son père pète un plomb, je ne sais pas comment je pourrais le dire autrement, ma fille et moi, on est en danger. Et ça, pour l'instant, on n'a aucun recours, on n'a aucun papier qui dit qu'il ne peut pas nous approcher, qu'il ne peut pas venir devant notre maison. Enfin, il n'y a rien, en fait, rien. Ça fait 2 ans qu'on attend. Voilà. Merci beaucoup. Courage. Voilà les dysfonctionnements structurels qu'on a pu voir autant au moment du Covid que de manière générale dans tout le paysage politique belge, je dirais même occidental. Cette absence de communication, cette absence de débat dans les médias. Voilà, c'est partout que tout dysfonctionne et les gens s'en rendent de plus en plus compte. Je vous laisse ici avec une photo du palais de justice, de nouveau sous les échafaudages. Cette fois-ci, peut-être que ça reprend vraiment. C'est ça en tout cas qu'on voit sous nos yeux. Merci à tous.